fois que la principale stratégie de la France, c'est la vaccination et que le couvre-feu n'est qu'une mesure qui nous permette de tenir jusqu'à ce que nous ayons une immunité collective grâce à la vaccination. Alors, immunité collective, bémol tout de suite, parce que je pense qu'il y a certaines études qui montrent qu'on ne l'atteindra jamais en réalité. Exemple, Manaus au Brésil, 70% de personnes infectées et bim, deuxième phase de l'épidémie. Une immunité plus forte. Vous avez raison, afin qu'on puisse reprendre une vie normale. Une vie normale, voilà. Charles Dornelas, couvre-feu 18h, il va falloir s'organiser pour les commerçants, on vient de le dire, les parents. Moi, c'est surtout que, depuis le début, en fait, j'essaie de commenter avec mes propres moyens, c'est-à-dire que ce ne sont pas des moyens médicaux. Alors, c'est évident que c'est toujours mieux qu'un confinement généralisé pour tout le monde. Mais la première chose, c'est qu'à l'échelle du pays, alors vous avez très bien dit qu'effectivement, tout ce qui était fait localement était ensuite passé au national, mais on comprend qu'il y a une mesure quand même qui n'a jamais été prise, c'est le fait de ne pas pouvoir passer d'un endroit à l'autre. Donc, on comprend que évidemment tout devient national, alors que c'est quand même moins liberticide de ne pas pouvoir aller dans une région d'à côté pendant un certain temps que ne pas pouvoir sortir du boulot à l'heure prévue, en fait, ou même aller faire ses courses quand on le désire, etc. Bon, ça, c'est la première chose. Et après, il y a des choses que, franchement, c'est la cohérence, en fait, que je ne comprends pas. S'il y a un truc que j'ai compris, notamment depuis que l'étude de Pasteur est sortie sur les endroits où on se contamine, etc., c'est qu'en fait, on a compris ce qu'on avait déjà compris avant l'étude. En réalité, c'est qu'on se contamine parce qu'on sort, qu'on rencontre des gens, qu'on revient à la maison et qu'on ressort et qu'on rencontre des gens, etc. Donc, c'est le simple fait de sortir. Donc, je vois pas ce qui changera si on se contamine en allant sur son lieu de travail ou en faisant ses courses, qu'on les fasse à 14h ou à 18h. Je sais, je le dis tout le temps, mais en fait, je comprends pas très bien ce que ça change. Alors, je comprends depuis que M. Guérini nous a expliqué que c'était les apéros qu'on allait qu'il fallait éviter l'apéro. Bon, super, merci à M. Guérini pour ces explications vraiment très satisfaisantes. De la République en marche, on précise, pour ceux qui ne le connaissent pas. De la République en marche. Et quand je pointe l'incohérence, c'est que dans le même temps, le gouvernement réfléchit à ce qui est plus de présentiel, selon le nouveau mot à la mode, dans les universités. Donc, ça veut dire encore plus de... Moi, je suis absolument pour, parce que franchement, pour les étudiants, c'est pas logique absolue. Mais c'est pas logique dans la mesure où on va faire sortir encore plus de gens qui vont rencontrer d'autres gens. Donc, les faire sortir pour que tout le monde rentre à 18h. Par ailleurs, encore une fois, pour protéger une population, et notamment dans certains... Alors, nous, évidemment, qui sommes aujourd'hui à Paris, on se pose la question de comment on va faire, en fait, pour être chez nous à 18h. Il y a d'autres endroits où, en plein hiver, quand il fait nuit extrêmement tôt, en fait, il y a beaucoup de gens, et notamment les gens les plus fragiles, qui ne sont de toute façon pas dehors après 18h. Et on comprend bien, d'ailleurs, quand M. Guérini nous parle des apéros qui se font de 18h à 20h et qui demain, pardon, mais pour ceux qui le voudront vraiment, se feront de 16 à 18. Je suis désolée pour M. Guérini. Donc, je sais pas, en fait, moi, c'est toujours cette incohérence un peu permanente. Alors, on comprend bien qu'ils ont besoin toutes les semaines, parce qu'en plus, ils ont pris ce rendez-vous de nous annoncer des trucs nouveaux toutes les semaines. Et franchement, s'ils n'ont pas envie de nous annoncer des trucs, on s'en portera très bien. Donc, voilà. C'est vrai, on est d'accord. Karim, un petit peu. Moi, je pense que le coup, effectivement, on aurait pu maintenir ouverts les commerces de bouche. Après, ce qui est difficile, c'est comment vous empêcher. La question, c'est la contrainte, c'est-à-dire le contrôle. Si vous mettez un couvre-feu, c'est personne dans la rue. Et donc, comment vous voulez faire? Vous prenez quelqu'un dans la rue? Oui, mais j'y allais. Donc, du coup, ça devient très, très difficile à mettre en place. Ça va être compliqué pour les policiers aussi, qui devront faire respecter ce couvre-feu. Non, mais ce que disait Nicolas sur le mur qu'il y a entre l'économie et la santé, moi je suis plutôt rassurée que chaque ministre en fait reste dans son couloir, mais ce que vous disiez très bien, c'est que c'est le Premier ministre qui devrait faire la synthèse, voire même le Président de la République, mais c'est bien plus large que l'économie. C'est-à-dire qu'en fait on a un Premier ministre, j'ai dit 15 fois parce que cette phrase m'a franchement abasourdi. Je me souviens de Jean Castex nous expliquant Premier ministre d'un pays qui a donc 1000 considérations en même temps normalement, et qui nous dit je n'ai qu'une obsession, c'est les courbes d'entrée en réanimation. Je suis désolée, dans la bouche d'un Premier ministre au bout de 8 mois de crise, c'est hallucinant cette phrase en fait, parce qu'il y a énormément de choses, et quand je dis que ça dépasse l'économie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on disait le confinement total a des incidences hallucinantes, atroces dans la vie des gens, sur les dépressions, donc en plus sur le sanitaire en l'occurrence, mais dans la vie tout court, on sait très bien que l'homme est un être de relation, et que le simple fait de voir des gens, et c'est pour ça explique sans doute le fait que beaucoup de gens aient été absolument ravis de cesser le télétravail le plus rapidement possible, de recommencer à voir des gens, puisqu'on ne peut plus les voir le soir, au moins on les voit au travail, et ça, le couvre-feu, mais empêche la relation et notre vie sociale, tout simplement. Donc on n'a plus qu'une vie de travail, et donc effectivement qu'on ait un Premier ministre qui, au bout d'un an quasiment de crise maintenant, ne soit que obsédé par des questions sanitaires, mais non pas sanitaires au sens très large du terme, ce qui pourrait être une bonne chose étant donné la circonstance, mais sanitaire liée au Covid, sachant que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler sans cesse, c'est que le pays ne réagit pas par rapport à la gravité d'une maladie,
mais par rapport à l'état des services de réanimation. Ça n'est pas la maladie, parce qu'on finit par se dire qu'en fait on vit sous Ebola depuis 1 an. Non, pardon quoi, on vit pas du tout sous une maladie qui est gravissime et qui nous terrorise tous. C'est pas vrai de le dire comme ça. Donc on vit par rapport à un système de soins et que le Premier ministre soit pas capable de s'en échapper, alors qu'il y a évidemment des conséquences à la fois de cette crise sanitaire, mais même globalement du pays tout entier qui continue à vivre quand même d'autres choses que ce Covid, c'est quand même grave. Là, Charlotte, vous voulez rajouter Non, mais je quelque chose réagis juste parce que je vous écoutais là depuis tout à l'heure et j'ai 2 réactions en fait. D'abord sur la comparaison en permanence avec les pays étrangers. Là, je sors de la question vaccinale pure, mais on disait tout à l'heure que le gouvernement, notamment sur le terrain économique, avait bien réagi parce qu'il avait soutenu, en tout cas atténué, les souffrances de tous les gens qu'il avait décidé d'empêcher de travailler. Mais en fait, disant cela, ce en quoi je suis parfaitement d'accord, on réfléchit par rapport aux décisions qu'ils ont eux-mêmes prises. Or, il y a quand même quelque chose qui commence à monter dans la tête de beaucoup de gens, en tout cas dans la mienne, en l'occurrence, c'est que depuis le début, il y a une stratégie qui est mise en place, qui est celle, effectivement, de dire on va fermer ou empêcher de faire ci, empêcher de faire ça, et qu'il y a une comparaison qu'on ne fait jamais, c'est qu'il y a des pays, précisément parce qu'ils n'ont pas la possibilité économiquement, parce que l'État ne marche pas comme ça, qu'il n'est pas aussi interventionniste que chez nous, de le faire, et qu'au bout d'un moment, franchement, encore une fois, avec toute mon ignorance scientifique et médicale, on constate que c'est le même bazar, pour rester poli, partout dans le monde en fait. Et qu'il y a un moment où on comprend quand même que les gouvernements peuvent prendre toutes les décisions qu'ils veulent et s'y tenir. On comprend que le virus repart ici, repart par là, qu'on émet des hypothèses, mais qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc il y a quand même une question qu'on ne remet jamais en cause, c'est la manière dont on gère globalement cette épidémie depuis le début. Ça n'est jamais remis en cause. Ça, c'est la première chose. Et juste sur le vaccin, en vous écoutant, il y a tellement de débats, à la fois logistiques, même parfois scientifiques, sur effectivement comment, par rapport aux variants, je repense à M. Delfrécy qui nous expliquait hier qu'il y en a peut-être un qui allait échapper en partie au vaccin. Et puis après, vous parliez très justement de la question judiciaire qui a été posée par rapport au laboratoire et que l'Union européenne a elle-même assumé le risque financier à la place des laboratoires. Toutes ces questions-là qui ont été évacuées d'un revers de main. Et à chaque fois, dans le débat aujourd'hui, alors même que le débat logistique n'est pas traité, que les gens qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas l'être pour l'instant et que ça va prendre du temps. Et tout le débat tourne autour de c'est fantastique parmi les sceptiques, ces méchants sceptiques qui sont forcément des complotistes hystériques, hein, bien sûr. Ces gens-là sont de moins en moins nombreux, etc. Mais commençons par vacciner les gens qui le veulent et comprenons aussi que c'est pas forcément un scepticisme par rapport au principe du vaccin. C'est simplement qu'il y a des gens, je le répète tout le temps, mais il y a des gens plus jeunes, par exemple, qui ne risquent rien avec cette maladie depuis le début et qui ne se sentent pas concernés par ce vaccin. Donc eux, dans les sondages, ils apparaissent comme sceptiques, comme tout le monde, comme s'ils se détournaient de la science. Et je réagis plus par rapport à votre phrase, c'est pas se détourner de la science que de comprendre que parfois le risque-avantage, il n'est pas le même pour tous, parce que le risque-avantage par rapport à cette maladie n'est pas la même pour tous dans la population. Il est 18h.